cette séance de travail. Tu vas bien? Et comme on a la chance... Ah ben voilà. Président, bonjour. Ça va? Alors je recommence comme il faut ou tu veux qu'on passe de suite à... Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait finalement. On commence quand même pas. On commence par Madame Toel. Bien, mes chers collègues, on va commencer de suite cette séance de travail. Oui, mais ça va se calmer, ça va se calmer. T'as vu, c'est surtout à gauche qui sont dissipés. Et si vous le voulez bien, puisque Madame Touraine est arrivée la première, on va immédiatement lui laisser la parole sur les sujets qui la concernent, afin que vous puissiez, si vous le désirez, lui poser les questions qui vous intéressent et qu'on puisse ensuite la libérer et nous attacher plus particulièrement à ce moment-là à décortiquer le texte de M. Rebsamen. Mais d'abord, donc, Madame Touraine, je vous laisse très volontiers la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Donc, je porte au sein du texte de François Rebsamen le titre 4 qui est consacré à la prime d'activité, dont je veux vous indiquer très brièvement à la fois l'objectif et les modalités de mise en œuvre, puisque c'est un article finalement ou une partie du texte relativement courte. Cette prime représente une avancée considérable pour des millions de travailleurs modestes. Et avec la mise en place de ce dispositif, nous avons la volonté de soutenir et de valoriser mieux le travail. Parce que la prime d'activité, c'est quoi ? C'est d'abord du pouvoir d'achat supplémentaire pour les travailleurs qui ont un revenu net qui va jusqu'à environ 1 350 € par mois, 1,3 SMIC, avec une attention toute spécifique pour ceux qui se situent dans la fourchette des revenus entre, disons, 800 € et 1 200 €. C'est pour eux que la prime sera la plus importante. Pourquoi avons-nous la volonté de renforcer ou d'augmenter ce pouvoir d'achat? D'abord parce que l'on constate que le caractère sécurisant normalement de la reprise d'une activité est en réalité moins fort en période de crise. Reprendre une activité, c'est souvent des frais supplémentaires, par exemple faire garder ses enfants, se déplacer, s'équiper, alors même que la reprise d'une activité apporte des revenus supplémentaires et par là même peut se traduire par une diminution du montant des aides sociales qui sont davantage concentrées sur les ménages précaires. Second constat, les dispositifs qui existent, parce qu'il en existe, ne sont pas satisfaisants. Le RSA activité renvoie, même psychologiquement en quelque sorte, renvoie vers l'aide sociale les 2/3 de ceux ceux qui y ont droit, ce qui aboutit à ce que seuls 32% des éligibles demandent à pouvoir bénéficier de ce RSA activité. Pour ce qui est de la prime pour l'emploi, qui touche son public, elle est assez éparpillée, elle est versée pour des montants assez limités dans un nombre de cas très significatif, et le résultat, c'est qu'il y a des Français qui perçoivent cette prime pour l'emploi avec 1 an de retard, puisqu'elle est servie au moment de la déclaration d'impôt, ou pas de la déclaration, mais de l'avis fiscal de l'année suivante, à des Français qui ne s'y attendent pas nécessairement. La conséquence est que nous avons un nombre significatif de nos concitoyens qui ont le sentiment d'être dans un entre-deux, comme je le dis, de ne jamais cocher la bonne case, d'avoir des revenus supérieurs à ceux qui leur permettaient ou leur permettraient de bénéficier des aides sociales et, n'étant pas imposables, ne peuvent pas bénéficier des baisses fiscales qui vont intervenir. Notre volonté, c'est donc bien d'abord de valoriser le travail, ensuite de donner davantage de pouvoir d'achat aux travailleurs modestes et de
de le faire d'une manière qui soit plus simple et plus lisible. Ce qui m'amène à un deuxième point très rapide, qui est de dire que la prime d'activité, ça n'est pas un dispositif ou un mécanisme de lutte contre la pauvreté. Il y a un plan de lutte contre la pauvreté sur lequel je ne reviens pas, qui a été mis en place, qui donne des résultats, y compris à travers l'augmentation des prestations qui sont servies. Mais la prime pour l'activité, ça n'est pas destiné aux ménages ou aux personnes les plus modestes. La prime d'activité, concrètement, c'est le troisième point, comment ça va se mettre en place, sur lequel je veux intervenir. Concrètement, la prime d'activité, elle se déclenchera dès le premier euro travaillé. Mais jusqu'à un demi-SMIC, c'est-à-dire jusqu'à 500-600 euros, elle sera équivalente aux aides sociales qui sont aujourd'hui versées. Elle ne représentera pas un plus par rapport à ce qui est aujourd'hui versé, pour la raison que j'indiquais il y a un instant, ça n'est pas un dispositif élaboré pour les plus précaires. C'est un dispositif pour ceux qui sont modestes, mais pas précaires, pas pauvres, pas précaires. Et donc, c'est à partir d'un demi-SMIC que les salariés, les travailleurs pourront bénéficier d'un gain de pouvoir d'achat. Puisque c'est une prestation liée à l'activité, elle a un caractère individuel, la prime étant ensuite modulée pour tenir compte des charges de famille. Pourquoi ? Le RSA activité est aujourd'hui calculé sur une base familialisée. Retirer toute prise en compte des charges de famille aboutirait à faire des perdants, entre guillemets, très importants parmi ceux qui ont des enfants, ce qui n'est évidemment pas l'objectif recherché. Concrètement, par exemple, un salarié au SMIC pourra percevoir une prime d'activité de 130 euros par mois. Un parent seul, principalement le plus souvent une femme, donc une mère isolée avec un enfant, rémunérée au SMIC, percevra quant à elle une prime d'activité de 290 euros par mois. L'une des grandes avancées de ce dispositif, c'est de mettre fin à la discrimination qui touchait jusqu'à présent les jeunes. Ils sont à peine 5 000 à bénéficier aujourd'hui du RSA activité. Ils seront demain 1 million, dont 120 000 étudiants ou apprentis, dès lors qu'ils gagnent plus de 900 euros par mois pour les étudiants et les apprentis. Mais donc ils seront 1 million de jeunes demain à pouvoir bénéficier de la prime d'activité à situation de travail égale, droits égaux. Et c'est là un projet tout à fait important. Donc au total, nous estimons à plus de 5,5 millions le nombre de travailleurs modestes qui pourront bénéficier de la prime d'activité. Son fonctionnement sera simplifié au maximum. Chaque trimestre, le bénéficiaire déclarera ses revenus d'activité et dès lors qu'il l'aura fait une première fois, la réévaluation sera très simple, ce qui déclenchera automatiquement le calcul de la prime pour les 3 mois suivants. Il n'y aura pas, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, de demande d'indu pour des mois qui auraient été mal calculés. Voilà, donc mesdames et messieurs les sénateurs, ce qu'est la prime d'activité. Je veux simplement dire par ailleurs, mais François Rebsamen, j'imagine, y viendra, que ce texte est aussi l'occasion de préciser, de simplifier le compte pénibilité. Je me contenterai pour ma part de rappeler que ce compte est un progrès majeur pour les millions de Français qui travaillent dans des conditions pénibles et qui doivent donc pouvoir partir en retraite avant les autres pour la raison simple que leur espérance de vie en bonne santé est plus courte que celle que les autres. Je veux insister sur le fait que c'est depuis le 1er janvier de cette année 2015 que des salariés peuvent prétendre à bénéficier de points au titre du compte pénibilité. 1 million de salariés en 2015 vont acquérir des points. Ils seront 3 millions l'an prochain. Et au terme de la montée en charge du dispositif, plus de 100 000 salariés par an pourront partir
plus tôt à la retraite. Le gouvernement a annoncé sa volonté de simplifier le dispositif à travers 2 grands objectifs. L'entreprise transmettra 1 fois par an les informations utiles à la déclaration, à travers la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire qu'il y aura une seule transmission pour les entreprises, et ce sont les caisses de retraite qui établiront les droits des salariés et les leur transmettront. C'est donc la sécurité sociale qui prend en charge ce dispositif. Et le deuxième objectif, c'est celui d'une sécurisation juridique pour que les entreprises soient rassurées par rapport aux salariés, que les salariés soient aussi rassurés par rapport aux entreprises. Cette simplification doit permettre de garantir l'effectivité des droits. Chaque salarié qui travaille dans des conditions pénibles doit savoir que sa situation sera reconnue et qu'il pourra compter sur ce dispositif de justice sociale. Enfin, je termine en indiquant que les expressions d'inquiétude ont été entendues pour ce qui concerne l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes à l'occasion de ce texte. Ce gouvernement s'est fortement engagé en faveur de l'égalité professionnelle et salariale. Et donc, je veux dire que ce texte s'inscrit dans cette démarche et qu'il ne serait pas juste, au sens strict du terme, il serait faux de dire qu'il y a des reculs à l'occasion de la mise en place de ce texte. Je veux rappeler que nous avons rendu effectives les lois sur l'égalité professionnelle qui ont été votées depuis des années, que pour la première fois, les entreprises qui ne respectent pas les obligations d'égalité sont désormais sanctionnées. Nous avons enrichi les informations que doit transmettre l'employeur en matière d'égalité femmes-hommes, et les résultats sont là, puisque les inégalités salariales reculent aujourd'hui en France 2 fois plus vite que dans le reste de l'Europe. Nous avons fait en sorte que ce texte réaffirme fortement l'enjeu d'égalité. Si des précisions doivent ou peuvent être apportées et si des progrès doivent et peuvent être réalisés, évidemment, nous ne pouvons qu'y être attentifs par principe au nom de l'égalité, mais ce texte s'inscrit dans la lignée des textes de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Voilà ce que je voulais indiquer. Je suis maintenant prête à répondre aux questions. Madame la ministre, merci. Alors, je vais bien vous préciser. Pour libérer Madame la ministre, on va autoriser la salle à lui poser des questions. Plus spécifiquement, si vous le voulez bien, sur la prime d'activité. Le compte pénibilité et l'égalité homme-femme sera à nouveau abordé par Monsieur le ministre, donc on pourrait revenir dessus à la suite, de manière à ne pas retarder Madame Touraine et ensuite à ne pas trop retarder non plus Monsieur Rebsamen. Madame Procaccia, tout d'abord, la rapporteure, pardon. Le rapporteur, non, je n'aime pas. Merci Monsieur le Président. Alors sur la prime d'activité, je crois que chacun se félicite d'une simplification qui va dans le bon sens. En tout cas, tout au long des auditions, c'est ce qui est apparu et c'est quelque chose dont on parlait il y a un certain temps. Or, de ce que j'ai cru comprendre et voir, beaucoup de ces mesures sont quand même bien du domaine réglementaire. Et que dans la pratique, c'est vrai que les efforts de simplification porteront davantage sur toute l'action que doivent mener les CAF ou les caisses de MSA. Et j'ai cru comprendre aussi que le ministère de l'économie, qui pourtant, enfin du budget, de l'économie et du budget en tout cas, qui connaît parfaitement tous les bénéficiaires de la PPE, n'avait pas l'intention pour l'instant de faire une communication. Or, il semblait quand même relativement simple, vous avez évoqué sur l'avis fiscal que chacun va recevoir au mois de septembre ou d'octobre, de pouvoir avertir les bénéficiaires de la PPE que l'an prochain, le système avait changé. Donc, est-ce que j'ai cru donc entendre dans les auditions que le ministère Bercy n'avait pas du tout l'intention de modifier quoi que ce soit, ce qui me paraît c'est dommage,
Alors certes, même s'il ne peut pas faire le tri sur un avis fiscal, même s'il est envoyé à l'ensemble des contribuables marqué, attention, la PPE disparaît en 2016, allez sur le site, calculer si vous y avez droit ou pas. Est-ce que vous avez l'intention de pouvoir intervenir là-dessus, puisque toute la communication, sinon, va reposer sur les CAF. Alors, vous avez deuxième petite question. Vous voyez, ce n'est pas des questions complètement de fond. Vous avez dit que la prime d'activité n'était pas un mécanisme de lutte contre la pauvreté et était bien pour permettre aux gens de pouvoir exercer un métier et avoir des revenus acceptables. Et n'y a-t-il pas une ambiguïté, en particulier avec la cible des étudiants? Je ne dis pas que je regrette que les étudiants en bénéficient, mais je dis que si l'on veut que les étudiants bénéficient de la prime d'activité, ça veut dire qu'ils vont quand même devoir beaucoup travailler. Est-ce que ce n'est pas ambigu par rapport à des objectifs qui seraient que les étudiants puissent au contraire se consacrer davantage aux études et un peu moins à une activité salariée pour pouvoir percevoir la prime d'activité? Et enfin, dernière question, sur les bases ressources et sur la façon dont s'effectueront les déclarations trimestrielles de revenus des bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les pensions alimentaires et surtout donc un point que j'évoquais sur toute la communication qui va être faite aux actuels mais aussi aux futurs bénéficiaires, puisque vous avez parlé de 32% des éligibles et qu'a priori on a cru comprendre que l'objectif serait de 50%. Merci Madame la Ministre. Monsieur Mouillet. Merci, Madame la Ministre. Alors, j'ai plusieurs questions, interrogations. Tout d'abord, en préalable, vous dire que la réforme du RSA, en tous les cas, est une réforme attendue et que nous prenons avec bienveillance cette évolution, notamment ce projet de fusion entre le RSA et la prime pour l'emploi. Alors, plusieurs éléments. D'abord, j'entends votre remarque en nous disant que ce n'est pas un élément phare, enfin, ce n'est pas un élément lié au plan de lutte contre la pauvreté, mais moi, j'ai quand même souvenir de l'intervention du Premier ministre qui considérait que c'était la mesure phare de la feuille de route pour le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 2015-2017. Donc, c'est clairement quand même positionné comme étant un élément autour de tout ça. C'est certainement un problème de sémantique. Au-delà de ça, la question est d'abord tout d'ordre budgétaire, puisque j'ai lu, mais j'ai pas encore eu de confirmation, que le budget était composé à la fois du regroupement finalement du budget consacré au RSA, de la prime pour l'emploi. Donc mes questions, c'est comment est-ce qu'on intègre l'évolution budgétaire, étant donné que dans tous les cas, il y a déjà eu des engagements de progression de l'ordre de 2% par an du volet du RSA, qu'aujourd'hui on intègre, et c'est vraisemblablement une bonne mesure, les enjeux autour des étudiants, autour des 18-25 ans, qu'également on voit bien qu'il y a un des objectifs, c'est d'améliorer le taux de non-recours à la mesure, donc forcément quand on améliore le taux de non-recours, qui est une bonne chose, ça a aussi des incidences budgétaires. Donc la question aujourd'hui, c'est quelle perspective et quelle prévision budgétaire ou de croissance est prévue. Et j'imagine que quand on fait une réforme aussi importante et aussi fondamentale, on a forcément, je dirais, une étude économique ou une prévision budgétaire pour proposer des évolutions dans le cadre de la préparation du prochain budget. Et puis je terminerai simplement sur une remarque sur aujourd'hui, on regarde de très près, je dirais, tout ce qui concerne l'environnement autour du RSA. C'est-à-dire qu'il y a la prime d'activité maintenant, mais il y a également, je dirais, tout ce qui concerne la CMU, qui est un vrai débat. Il y a un certain nombre d'aides qui sont aujourd'hui proposées, des exonérations. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un regard sur l'ensemble des enveloppes données ou attribuées aux personnes qui en ont besoin dans le différentiel avec la rémunération du travail? C'est toujours la grande question du différentiel, avec à la fois la volonté d'avoir des gens qui aient suffisamment de quoi vivre, mais qui aient un vrai écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Voilà, quelques questions. Madame Bricq. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que la majorité précédente avait programmé la mort lente en gelant la PPE depuis 2008 et donc elle se serait éteinte.
Mais celle-ci, que nous soutenons, nous, opposition sénatoriale, a décidé de faire finalement ce que nous avons dit à plusieurs reprises, gauche-droite sénatoriale, notamment au niveau de la Commission des finances, c'est-à-dire la fusion. Il fallait agir, donc ça correspond à un souhait qui était partagé. Cela étant, c'est vrai, Madame la Ministre, que dans les auditions que j'ai pu faire à côté de Madame la rapporteure, notre collègue de Moulier vient d'y faire allusion, ceux qui ont travaillé avec vous, et la communication gouvernementale a été effectivement d'en faire essentiellement une mesure concernant le pouvoir d'achat, et notamment des plus modestes, et s'intégrer finalement dans le plan global de lutte contre la pauvreté. Ça a été la communication très forte qui a été faite, et c'est vrai qu'il y a la tranche de ceux qui ont bénéficié du relèvement du RSA socle, qui sont vraiment les plus pauvres, la tranche de ceux qui vont bénéficier des 9 millions là, de la suppression de la première tranche d'imposition. Donc il fallait servir la tranche, l'autre tranche, là, celle qui était entre voilà, la tranche intermédiaire. Mais moi je suis très attachée à l'activité. Elle s'appelle prime pour l'activité et vous avez dit devant nos collègues de l'Assemblée nationale que c'était une nouvelle prestation. Donc je suis très attachée à l'esprit originel. J'ai fait partie, comme vous, de ceux qui avaient voté le mécanisme en 2001. Et c'était notre volonté, c'était vraiment d'en faire une prime incitative au retour ou au maintien dans l'emploi. Donc j'insiste sur ce point au point de vue communication. Alors je ne sais pas si à partir de votre hypothèse de 50%, vous avez pu affiner la partie retour vers l'emploi sur ces 50% et maintien dans l'emploi. Moi, j'y suis très attachée. C'est une prime pour l'activité qui doit permettre de faire, aux particuliers, de faire un arbitrage économique. Vous l'avez rappelé au début de votre intervention. Est-ce que j'ai intérêt, compte tenu de ce que je vais gagner et de ce que je peux perdre, à travailler? Ça m'apparaît être... et ça a un peu disparu dans la communication gouvernementale. Moi, je souhaiterais que ce soit vraiment rétabli. D'autant, Madame la Ministre, que c'est mon deuxième petit sujet, mais il est lié. C'est l'assiette de cette prime, et notamment les ressources qui rentrent dedans. Et vous avez accepté un amendement de notre collègue Sandrine Mastier concernant un rapport sur l'assiette, et notamment en ce qui concerne les femmes seules, avec ou sans enfants. On sait qu'elles sont souvent celles qui tombent dans la trappe à pauvreté, et en intégrant ou pas le calcul de la pension alimentaire. Vous avez accepté cet amendement et vous avez même déclaré en séance que vous l'acceptiez sur le principe, vous avez émis un avis favorable, et qu'il fallait travailler et que le Sénat, c'est-à-dire nous, vous pouviez avancer d'ici la discussion en séance au Sénat concernant l'intégration ou pas de la pension alimentaire dans cette base ressource de la prime pour l'activité. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par cette affaire. Et on sait que ce sont elles qui souvent font un arbitrage économique en disant « j'ai peut-être intérêt à rester au foyer plutôt que d'aller travailler ». Monsieur Daudigny. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans le même esprit que l'intervention précédente, un exercice intense de vie démocratique, il y a quelques mois, a permis de vérifier une nouvelle fois, de constater combien les freins pouvaient être puissants à des reprises de travail, et freins en particulier d'ordre financier, soit pour la reprise d'une activité, soit même pour une augmentation de cette activité. La prime d'activité, donc, et le nom me paraît bien choisi, que vous proposez répond sans aucun doute à cette problématique aujourd'hui pour mettre fin à des dysfonctionnements du RSA, d'ailleurs aussi bien le RSA socle que le RSA activité, dysfonctionnements qui font qu'un certain nombre de personnes peuvent, à un moment donné, ce qui vient d'être dit, faire le choix
de continuer à être allocataires plutôt que d'entrer dans un processus de temps de travail partiel ou d'augmentation de leur temps de travail. Donc ça, c'est pour le commentaire et se féliciter de l'initiative, Madame la Ministre, que vous avez portée. Alors, une question toute simple d'un élu qui est sensible à l'équilibre des comptes de la protection sociale en France. Est-ce que vous avez évalué, est-ce que vous connaissez donc l'impact de l'élargissement, dont il faut aussi se féliciter, du dispositif aux jeunes entre 18 et 25 ans, en marquant encore tout l'intérêt, comme vous l'avez fait, de ne plus faire de différence entre les moins et les plus de 25 ans et de considérer qu'à situation équivalente, il doit y avoir traitement équivalent. Et enfin, Monsieur Roche. Oui, bien sûr, l'annonce de cette loi nous a plutôt favorablement, on l'a reçue plutôt de façon favorable. Moi, j'ai quand même un souci sur le plan social. C'est pour le RSA activité qui va aller vers la prime d'activité. Je vais très vite, mais lorsqu'il y avait le RMI, les départements avaient appris à faire vraiment de l'insertion. Et les gens avaient un plan d'insertion qui pouvait être la reprise par le travail, mais ce n'était pas le seul. Il y avait la prise par les soins pour des gens qui étaient en conduite addictive, il y avait l'insertion par le logement, il y avait tout un tas de dispositifs. Et les commissions d'insertion fonctionnaient très bien avec des professionnels et des élus qui étaient en général très présents. Le RSA a complètement changé ce dispositif. Et lorsque quelqu'un rentre dans le RSA, en fait, ils sont triés. Il y en a qui sont considérés comme en état d'exclusion. Ils rentrent dans un système qui était tout à fait comparable au PMI. Ça fait à peu près 20 à 30% des gens. Et les autres sont pris en charge par Pôle emploi pour aller vers le RSA activité et reprendre et pour une insertion par l'emploi. Or, le dispositif fonctionne quand même pas très bien. Il y a qu'à les sommes que mettent les départements pour le RSA socle à côté de ce qui est mis sur le RSA activité. Alors, je ne fais pas de reproche, c'est une constatation. Hein. D'ailleurs, le dispositif ne fonctionnait pas mieux, ce n'est pas une affaire du tout de politique, hein, du tout. Mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas trop. Je crois qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que les gens, en fait, qui sont sans travail depuis longtemps, c'est difficile de reprendre une activité parce qu'entre le monde du travail et le monde de l'exclusion, il n'y a pas continuité, il y a un pont. Et que ce pont, il n'est pas facile à faire passer, même si Pôle emploi a des travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner la reprise d'activité, soit qu'ils aient été transférés du Conseil général, soit que le Pôle emploi les ait embauchés. La deuxième raison, c'est quand il y en a une crise économique, l'offre d'emploi diminue. Et la troisième raison, c'est que c'est très très long au niveau de Pôle emploi qui sont déjà submergés. Moi, je connais des gens qui attendent des fois leur premier rendez-vous à 6 mois, le deuxième à 6 mois, ça fait 1 an d'inactivité. Et je me dis que ces gens qui pourraient prétendre au RSA activité, qui ne l'ont pas en fait, ils ne l'ont pas par leur faute, c'est comme ça, ils vont encore avoir la peine de ne pas pouvoir toucher la prime activité. Ça m'embête un petit peu dans le dispositif. Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je partirai de l'intervention de Monsieur Roche. J'ai été élue départementale, vice-présidente à l'insertion avant d'être présidente de mon conseil à l'époque général, mais vice-présidente à l'insertion. Et donc, je vois bien de quoi vous parlez, Monsieur le Sénateur. Je ne veux pas rentrer maintenant dans un débat sur les difficultés de la mise en place des politiques de lutte contre l'exclusion. Parce que précisément la prime d'activité, quand je disais que ça n'était pas un dispositif de lutte contre la pauvreté, je ne veux pas dire que ça ne s'adresse pas à des personnes qui font partie pour certaines, pas toutes, mais des plus modestes de notre pays. Mais ça n'est pas un dispositif d'accompagnement social comme le sont les dispositifs que nous mettons en place collectivement dans les conseils départementaux et au niveau des départements. Qu'il y ait des dysfonctionnements, assurément, et je suis absolument convaincue que l'expression que vous avez utilisée est très juste, que de passer de l'exclusion à un peu d'activité, ça n'est pas un continuum, c'est pas un pas à franchir, c'est un pont. Effectivement, ou un ruisseau qui est parfois un fleuve à enjamber. Parce qu'on sait bien que quand on se retrouve hors de l'activité pendant un certain temps, viennent s'ajouter d'autres difficultés auxquelles il faut pouvoir répondre globalement. Mais ça n'est pas l'enjeu de la prime d'activité. Je veux le dire, c'est le plan de lutte contre la pauvreté, il s'attache à cela et c'est donc dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan
que nous pouvons voir comment faire évoluer les choses. Je veux insister sur le fait que le RSA socle, Monsieur Daudigny, ne bouge pas. Hein, c'est-à-dire que la prime d'activité, elle ne fait pas disparaître le RSA socle, elle fait disparaître, elle absorbe en quelque sorte, elle fait disparaître ce que l'on appelle le RSA activité, c'est-à-dire le complément dès lors qu'il y a la reprise ou une activité. Donc, donner du pouvoir d'achat à des Français qui travaillent, qui ne sont pas dans la cible du plan pauvreté et qui pour autant, parce qu'ils ne payent pas d'impôts, ne gagnent pas assez pour payer des impôts, ne bénéficieront pas des baisses d'impôts, ne signifie pas, Madame la sénatrice, ne signifie pas que nous n'ayons qu'un objectif de pouvoir d'achat. C'est la meilleure réponse, c'est que c'est l'activité qui déclenche la reprise ou l'augmentation de l'activité qui déclenche le versement de la prime. Donc il s'agit bien d'inciter, de favoriser la reprise de l'activité, pas seulement inciter. C'est pas simplement se dire, il y a des gens qui peuvent se demander s'ils ont intérêt à reprendre une activité, c'est aussi reconnaître le travail, valoriser le travail, reconnaître pleinement l'activité que réalise une partie de nos concitoyens et qui ont le sentiment que l'activité qu'ils ont n'est pas suffisamment valorisée et suffisamment reconnue. Donc c'est pour ça que parler de pouvoir d'achat, ça n'est pas exclusif de l'incitation ou de la reconnaissance de l'activité, parce que ça veut dire que l'activité est mieux valorisée, mieux identifiée et mieux reconnue. Alors à partir de là, comment va-t-on informer les gens qui sont susceptibles d'y avoir recours? Il va y avoir une campagne d'information menée conjointement, Madame la rapporteure, par les caisses d'allocation familiale et la direction, la DGFiP, des finances publiques, donc ensemble pour dire à nos concitoyens qu'ils peuvent s'adresser aux caisses d'allocation familiale et éventuellement bénéficier de cette prime d'activité. Donc il va y avoir une campagne d'information, il va même y avoir une campagne d'information un peu nouvelle à travers les réseaux sociaux pour pouvoir cibler plus spécifiquement les jeunes. Est-ce que le fait de... Donc il y a 1 million de jeunes qui sont concernés par la prime d'activité, 120 000 étudiants apprentis. J'entends très bien la préoccupation que vous portez, qui est de dire, au fond, tant mieux pour les étudiants concernés, mais est-ce que ça n'est pas contre-productif, parce que ça voudrait dire que ces étudiants n'ont plus le temps d'étudier. C'est une partie très limitée des étudiants qui enfin pas souvent, mais qui peuvent être des jeunes qui partagent leur temps entre activités déjà professionnelles et fin d'études, ou qui sont des salariés qui reprennent un cursus étudiant, enfin un cursus de formation pour pouvoir avancer dans leur qualification. Le seuil que nous mettons, 900 €, environ 0,78 SMIC par mois, cible bien une catégorie de jeunes que l'on appellera plutôt des salariés étudiants que des étudiants qui travaillent, et des apprentis qui sont en 3e année et qui donc sont déjà en voie de professionnalisation. Quel est le coût budgétaire du dispositif? Pour les jeunes, j'insiste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la prime d'activité a été conçue dès le départ en intégrant les jeunes de 18 à 25 ans. Donc le coût budgétaire pour les jeunes a été évalué. Ce qui a été rajouté en cours de processus, à la demande du président de la République, ce sont ces 120 000 sur 5 600 000 bénéficiaires potentiels, ces 120 000 étudiants et apprentis qui représentent un coût d'environ 100 millions d'euros, et dont nous considérons que, comme par ailleurs il y avait eu des estimations qui n'étaient pas complètement justes pour d'autres catégories, que ça rentre dans l'enveloppe globale. Donc la prise en charge du million de jeunes, qui coûtera au total 1 million de jeunes sur à peu près 5 millions et quelques bénéficiaires, ça fait
20% du dispositif, c'est-à-dire à terme autour de 800-900 millions d'euros, mais c'était intégré. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, j'ai même un peu de résistance à donner le chiffre spécifique pour les jeunes, parce qu'à ce moment-là, pourquoi ne pas prendre le chiffre spécifique pour les non-jeunes, puisque ça a été d'emblée conçu comme un tout, 18 ans et au-delà, dès lors que les personnes travaillent, avec une montée en puissance progressive que nous estimons à 3,8 milliards d'euros en 2016, 4,3 milliards en 2018. Et donc, si le dispositif devait encore évoluer et monter en charge, nous verrions. Mais le dispositif est d'ores et déjà prévu et budgété avec les primes que je vous ai indiquées. Alors, je vous ai dit 130 € pour quelqu'un au SMIC qui est seul, mais je pourrais vous dire c'est 200 € pour quelqu'un qui est de prime pour quelqu'un qui a un temps partiel qui lui rapporte 800 € par mois. Donc tous ces montants-là, ce barème, est ce qui nous permet de monter en charge de la manière que nous avons indiqué. Pour ce qui est des pensions alimentaires et la base ressources, donc très concrètement, je ne parle pas des pensions alimentaires pour le moment, mais très concrètement, les personnes qui seront contactées ou qui entendront parler de la prime par elles-mêmes pourront aller à la CAF ou la contacter par Internet, déclarer, il y aura un formulaire à remplir la première fois, avec les revenus sur les 3 mois précédents. C'est au regard des revenus sur les 3 mois précédents que la prime sera versée mensuellement pendant les 3 mois suivants. Et s'il y a une réévaluation à faire, elle sera faite tous les 3 mois pour accompagner les variations éventuelles de revenus des personnes concernées. Pour ce qui est des pensions alimentaires, nous sommes en train d'établir une analyse de l'impact financier et de la situation sociale, parce que la question de savoir s'il faut tenir compte ou pas des pensions alimentaires ne va pas de soi. Parce que à ce moment-là, vous pouvez aussi introduire des différences entre des femmes qui, avec des enfants, mais parce qu'elles sont dans des situations, une femme veuve par exemple, avec des enfants, n'a pas de pension alimentaire, et si elle a le même revenu que sa voisine qui a le même revenu mais dont une partie résulte d'une pension alimentaire, faut-il les considérer différemment? Les choses ne sont pas évidentes, et si nous devions tenir compte des pensions, sortir les pensions alimentaires de la base ressources, dans l'état actuel de nos estimations, mais nous n'avons pas fini le travail, nous estimons à un surcoût de l'ordre de 330 à 350 millions d'euros par an le dispositif, ce qui ne peut pas se faire sans révision globale du barème, et donc amène à des arbitrages et à des choix. Donc j'ai dit au Parlement, à l'Assemblée, que nous présenterions au Parlement un rapport. Ce rapport va être élaboré. Nous espérons pouvoir être en mesure d'apporter une première étude dans les 15 jours qui viennent, mais je veux dire que ni sur le plan budgétaire, ni sur le plan des principes, il ne va de soi de sortir les pensions alimentaires de la base ressources. Voilà ce que je voulais indiquer. Il me semble avoir répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées. Madame Procaccia. Simplement une remarque, Madame le ministre, sur les pensions alimentaires. La CAF a bien insisté sur l'instabilité des pensions alimentaires et que la plupart des femmes, au bout, je crois, de 2 ans, ne les perçoivent plus ou les perçoivent très irrégulièrement. Oui. Je répondrai alors là, de façon quand même précise, Madame la sénatrice, qu'il appartient à la CAF, et je n'imagine pas qu'elle ne le fasse pas, de mettre en valeur le dispositif que nous venons de mettre en place, qui est l'expérimentation de ce que nous appelons la GIPA, la garantie des impayés de pensions alimentaires, expérimentation qui est faite dans 20 départements, qui a vocation à être généralisée à l'automne prochain, ce qui veut dire très concrètement quoi? Que des femmes qui ne perçoivent pas la pension alimentaire se voient, de leur ex-conjoint, se voient verser une pension alimentaire de 100 €
par enfant. Et ensuite, c'est la caisse d'allocation familiale qui se retourne contre le conjoint défaillant avec des moyens qui sont évidemment bien supérieurs en termes juridiques et de capacité d'action qu'une femme seule qui ne sait pas forcément comment gérer une procédure judiciaire. Et les résultats que nous avons sont plutôt satisfaisants. 100 € par mois, c'est loin d'être négligeable. La moyenne des pensions alimentaires versées dans notre pays, c'est de l'ordre de 140 ou 150 € par enfant. Et donc, ça veut bien dire que ça cible d'abord pour tout le monde un socle de pension alimentaire et pour une grande partie des femmes, la totalité de leur pension alimentaire, puisqu'il y a des femmes qui ont des pensions largement supérieures, et donc la moyenne de 150 veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des pensions inférieures à 100 €. Donc, pour ce qui est de la garantie apportée aux femmes en termes de revenus et de versement effectif d'une pension, ce dispositif, qui est expérimenté depuis l'automne dernier, nous paraît très prometteur. Nous en tirerons toutes les leçons à la fin de l'été pour voir s'il faut l'ajuster et s'il, comme nous l'espérons, il répond à nos attentes, nous le généraliserons au niveau de la France entière. Merci, Madame la Ministre. Nous allons passer à Monsieur... Non, terminé. On passe à Monsieur Rebsamen. Ben oui, mais bon, Madame la Ministre est pressée. Monsieur Rebsamen, quand même, doit pouvoir parler. Vous poserez votre question à Monsieur le Ministre. Merci. Juste une petite photo. Elle va bien. Et elle voulait simplement t'adresser son sourire. Oh, super. Voilà, Merci. ça va mieux. Bien, donc nous passons la parole à Monsieur Rebsamen et on continue. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs. D'abord, je voulais vous remercier de votre invitation à venir présenter ce texte de loi qui est relatif au dialogue social et à l'emploi. Ce texte, ce projet, c'est un projet de loi de progrès social qui répond à une double exigence. D'abord, premièrement, une exigence démocratique et également une exigence d'efficacité économique. Et donc, c'est aussi un projet de loi qui est gage d'une plus grande efficacité économique et qui doit contribuer à notre effort en faveur de l'emploi. Car, personne ne me contredira, le dialogue social n'est pas seulement une source de progrès pour les salariés, c'est aussi le gage d'un meilleur fonctionnement de l'entreprise et donc d'une plus grande efficacité économique. De nombreuses études le soulignent, le démontrent, ainsi que les exemples de nos voisins européens. On aime souvent citer l'Allemagne en exemple, mais la capacité qu'ont eu certains leaders de la DGB allemande à prendre leur part dans les décisions stratégiques relatives à l'industrie automobile est un modèle qui devrait nous inspirer. Un dialogue social qui fonctionne, c'est le gage d'un climat apaisé, d'une motivation incontestablement plus forte des salariés. Cela participe parfois à ce que l'on appelle la compétitivité hors coût. C'est donc l'ambition de ce projet de loi que de renforcer la démocratie sociale avec 4 volets principaux qui sont, je le crois, autant d'avancées. Et dans ma présentation, je serai d'une grande clarté, enfin je l'espère pour vous, et une franchise, j'indiquerai même les ajouts qui ont eu lieu pour faciliter la compréhension, les ajouts qui ont eu lieu par rapport au texte initial présenté à l'Assemblée nationale et la position du gouvernement sur ces ajouts. Comme ça, les choses seront tout à fait claires pour l'ensemble des membres de votre commission, Monsieur le Président, et pour Madame la rapporteure. Donc, le projet de loi garantit la représentation de l'ensemble des salariés de notre pays. C'est le premier point. J'ai entendu des critiques s'élever depuis l'adoption de ce texte sur cette partie-là et je voudrais y répondre. Comment peut-on admettre, notamment au regard du principe constitutionnel de participation des travailleurs
posée par le préambule de la Constitution de 1946, l'exclusion de millions de salariés des TPE et leurs employeurs du dialogue social. Je dis bien salariés des TPE et leurs employeurs du dialogue social. Le projet de loi met fin à cette situation qui n'est pas acceptable, tout en tenant compte, bien évidemment, de la spécificité des TPE. Le dialogue se fera donc dans le cadre de commissions paritaires régionales composées de salariés et d'employeurs issus des TPE. Et ces commissions seront des lieux de dialogue et de conseil. Sur le rôle de médiation de ces commissions, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, j'ai demandé à ce qu'il soit précisé que la médiation ne sera ouverte que si les deux parties le souhaitent ensemble. Sur l'accès à l'entreprise, il a été dit que le projet de loi allait trop loin en conférant un droit pour les membres des commissions d'avoir accès aux locaux des entreprises. Cela est faux. Simplement, la première rédaction qui interdisait l'accès des partenaires sociaux à l'entreprise nous a semblé ne pas avoir sa place dans cette forme dans un texte sur le dialogue social. Et donc ce qui a été mis clairement, c'est que bien sûr l'accès sera possible, mais sur autorisation expresse de l'employeur. Et j'ai tenu à le préciser dans le débat à l'Assemblée nationale. Enfin, je salue l'ajout de la possibilité pour ces commissions de développer des activités sociales et culturelles, ajout issu du débat à l'Assemblée nationale. Au total, et je voudrais insister sur ce point, parce que je suppose que vos remarques peuvent être nombreuses, il me semble que le projet de loi atteint un bon équilibre entre la nécessaire représentation des salariés des TPE et la prise en compte des spécificités de ces très petites entreprises. Le projet de loi vise aussi à rendre ce dialogue social plus vivant dans l'entreprise par des effets de simplification, de regroupement, car pour que le dialogue social soit plus stratégique, plus vivant, plus intéressant, il convient de veiller à ce que ces réunions, pour certaines obligatoires, soient des lieux d'échange et des lieux où l'efficacité peut avoir siège. Et donc, nous passons ainsi de 17 obligations d'information et de consultation à 3 consultations annuelles et de 12 obligations à 3 blocs de négociation cohérents. Cela ouvre la possibilité de mieux adapter, ce texte il ouvre aussi la possibilité de mieux adapter les institutions représentatives au contexte des entreprises. C'est donc la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel qui est étendue aux entreprises entre 50 et 300 salariés. Cette délégation comprendra aussi le CHSCT dans le cadre d'un regroupement. Et les entreprises de plus de 300 salariés pourront, par accord majoritaire, c'est-à-dire avec un accord avec les syndicats qui ont obtenu 50% des voix au minimum aux élections professionnelles, regrouper les instances dans les entreprises de plus de 300. Et donc un accord d'entreprise majoritaire, là encore, pourra modifier ou organiser autrement la périodicité des négociations. Il reviendra ainsi aux partenaires sociaux de définir eux-mêmes une partie des règles du dialogue social de l'entreprise au plus près du terrain. Nous clarifions également ainsi les compétences entre les instances centrales et locales afin d'éviter les consultations multiples sans aucune valeur ajoutée. Enfin, la loi valorise, sur ce thème-là, l'engagement syndical qui ne saurait être un frein à la carrière. Il prévoit donc pour les personnes qui exercent un mandat lourd une garantie de maintien de salaire, un entretien de fin de mandat pour mieux anticiper la suite de la carrière et pour tous les titulaires de mandat, un système de valorisation des compétences acquises dans l'exercice des fonctions. Sur l'ensemble de ces volets, les débats à l'Assemblée nationale ont fait évoluer le texte pour l'essentiel dans un sens positif. Certains ajouts ont suscité des réserves de ma part, c'est-à-dire de la part du gouvernement, tout en soulevant des débats intéressants. Je voudrais y revenir en quelques mots. Plusieurs ajouts, donc, vont dans le sens de moyens renforcés
pour les représentants du personnel à travers la mutualisation et l'annualisation des heures de délégation, l'institution d'un secrétaire adjoint au sein de la délégation unique du personnel. Ces mesures, pour moi, vont dans le bon sens. J'ai en revanche exprimé des réserves sur la réintroduction de la présence des suppléants à toutes les réunions des instances. Ma conviction est que ce n'est pas le rôle des suppléants. Leur rôle est, comme leur nom l'indique, de remplacer les titulaires, en leur absence, bien évidemment. Mais j'ai été sensible à cela et donc j'ai eu l'occasion de dire, et j'ai indiqué qu'à mon sens, cette disposition revenait sur un point d'équilibre du texte concernant les entreprises de 50 à 300 salariés. Et donc, il serait paradoxal d'arriver à un texte qui alourdirait les obligations alors que l'objectif était de simplifier. Un second ajout concerne les salariés dans les conseils d'administration. La participation des salariés à la stratégie de l'entreprise passe également par ce biais. La loi sur la sécurisation de l'emploi a introduit une vraie avancée en généralisant cette présence dans les plus grandes entreprises cotées. Ça, c'est clair. Mais certains aménagements ont paru nécessaires. Le gouvernement souhaitait les faire. En particulier, il n'est pas normal, pour le dire directement, que des holdings soient écartés de cette règle, quand on sait comment fonctionnent les holdings, et un amendement a permis de le rectifier, ce qui est une très bonne chose. En revanche, l'augmentation à 2 du nombre d'administrateurs salariés et l'abaissement du seuil de 5 000 salariés en France et 10 000 à l'international, de 5 000 et 10 000 à l'international à 1 000 salariés et 5 000 respectivement, reviennent sur l'équilibre décidé par les partenaires sociaux dans l'accord sur la sécurisation de l'emploi. J'ai donc, à cette occasion, exprimé les réserves du gouvernement. Un des apports majeurs concerne, cela a été dit rapidement tout à l'heure par Madame Marisol Touraine, l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette préoccupation était au cœur du projet de loi initial, en cohérence avec l'engagement du gouvernement pour les droits des femmes. Elle se traduisait par l'obligation d'une composition équilibrée entre femmes et hommes des listes aux élections professionnelles, assortie d'une sanction forte en cas de non-respect, puisqu'il s'agissait de la perte de siège pour les organisations réfractaires. 27 amendements du gouvernement et des députés ont permis de faire progresser encore ce thème avec plusieurs avancées fortes. L'alternance femmes-hommes en tête de liste aux élections professionnelles, ce qui garantira que des femmes soient en position éligible. L'introduction de la parité pour les salariés dans les conseils d'administration et les commissions de TPE. La réaffirmation de toutes les données de l'actuel rapport de situation comparé qui devront figurer avec tous les items, les 9 items, dans la base de données unique et serviront de base à la consultation et à la négociation sur ce sujet. Enfin, le renforcement du thème de l'égalité professionnelle femmes-hommes dans les consultations et les négociations. Toutes ces mesures ont d'ailleurs été soutenues par le gouvernement car elles vont dans le bon sens. Rapidement, parce que je pense que le plus intéressant, c'est qu'on puisse échanger. Je voudrais simplement et rapidement vous présenter 2 autres volets du projet de loi, au-delà de sa partie dialogue social. Le premier volet concerne, cela a été évoqué rapidement tout à l'heure par Marisol Touraine, le volet concerne les conditions de travail et le texte a sur ce point été fortement enrichi. Sur la pénibilité, d'abord, le texte opère une simplification drastique du compte personnel de prévention de la pénibilité. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je voudrais le réaffirmer ici, ce compte est, aux yeux du gouvernement, un acquis social majeur. Il met l'accent sur la prévention et répond à une exigence de justice des inégalités inacceptables d'espérance de vie en bonne santé qui sont générées par le travail, doivent être prises en compte. Cependant, des craintes, vous les avez entendues, se sont exprimées ces derniers mois sur la complexité du dispositif. Or, un droit effectif pour les salariés, c'est d'abord un droit qu'on peut mettre en œuvre et qui est simple à comprendre. Et donc, il fallait passer d'un consensus sur le principe du compte de pénibilité à un consensus sur la méthode. Et donc, sur la base du rapport qui avait été confié à Christophe Sirugue, Gérard Huot, chef d'entreprise, et Michel de Virville,
j'ai présenté un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés. Ils permettront notamment de supprimer la fiche individuelle d'entreprise. Seule subsistant, cela a été rappelé, une obligation de déclaration de l'employeur vers la caisse de retraite qui informera elle-même les salariés, garantissant ainsi l'opposabilité des décisions qui sont prises. Substituer à l'évaluation individuelle des risques un référentiel collectif qui sera établi au niveau des branches professionnelles, éviter que l'employeur puisse se voir reprocher d'avoir déclaré l'exposition de certains de ses salariés à la pénibilité. Et donc, je serai attentif, bien sûr, aux remarques de votre Assemblée. Le gouvernement s'est opposé aux propositions, je crois, que vous aviez faites sur un autre texte, car elles conduisaient à revenir sur 6 facteurs qui font partie du socle essentiel. J'espère que nous pourrons avoir un débat constructif sur ces propositions qui répondent aux souhaits de simplification que vous aviez exprimés et que ce gouvernement partage. Le projet de loi propose de faire un pas important également en matière de burn-out, ou plus exactement de syndrome d'épuisement professionnel, qui entre maintenant dans le débat public, au Parlement, et dont la prise en compte est inscrite dans la loi. Mais ces avancées doivent aller de pair avec des actions volontaristes en matière de prévention. Et parce que cette prévention, ce guide de prévention qui a été établi, est la réponse la plus appropriée sur ce sujet. Le texte comporte également des mesures pour renforcer la médecine du travail sur les métiers les plus dangereux, conformément aux prescriptions du rapport du député Michel Issindou. Le projet de loi comprend également de nombreuses avancées pour pérenniser le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, en introduisant dans la loi les annexes 8 et 10, et donc en sécurisant ainsi les intermittents, mieux traiter le chômage de longue durée, et j'ai noté avec intérêt les remarques qui ont été faites tout à l'heure par le sénateur Roche et avec Marisol Turenne, en renforçant notamment le rôle de l'AFPA, qui est donc en voie d'être sauvé, je dois le dire ici, c'est quand même un outil très important. L'AFPA deviendra un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Et puis, ce projet de loi, crée le compte personnel d'activité. Ce sera une réforme sociale majeure, conforme aux annonces du président de la République, et nous pourrons, je suppose, bien évidemment, y revenir. Voilà, j'espère qu'on va avoir l'occasion de débattre de ces sujets. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin dans mes propos, donc j'essaie d'aller vite. Je vous ai fait part des ambitions de ce texte: améliorer la qualité du dialogue social, améliorer l'égalité professionnelle femmes-hommes, la qualité de vie au travail, sécuriser les parcours des salariés au service de l'emploi et permettre aux entreprises d'avoir une plus grande efficacité économique. Je vous remercie de l'esprit d'écoute et d'ouverture dont vous pourrez bien évidemment faire preuve. Comme d'habitude, monsieur. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vous laisse l'ajouter. Merci, monsieur le ministre. Madame Pancassia. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir donné votre position sur un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, qui pour certains modifient quand même assez profondément le texte et qui peuvent poser problème. Et vous avez évoqué votre position, ce qui va pour moi en tant que rapporteur faciliter, je pense, l'adoption d'un certain nombre des propositions que je soumettrai à la Commission des affaires sociales. On va commencer par le 1, je dirais l'article 1, c'est bien dommage qu'un texte qui s'appelle « Dialogue social » commence par cet article 1 qui est celui par lequel le dialogue social n'a pas abouti, puisque les petites entreprises ne voulaient pas et ne veulent toujours pas de ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Et c'est vrai que commencer un texte qui s'appelle « Dialogue social » par quelque chose qui ne fait pas l'objet d'un accord est pour ma part un petit peu gênant. Moi, je voudrais
vous poser une question, puisque des commissions de ce type existent. Elles existent à l'UPA, elles existent dans l'agriculture, elles sont en cours de création, d'élaboration pour les professions libérales, mais partout, c'est par voie d'accord interprofessionnel. Pourquoi imposer à une seule catégorie d'entreprises, même si on sait qu'elles y sont réticentes depuis un certain temps, mais pourquoi faire un cas particulier dans un texte de droit du travail à une seule catégorie d'entreprises par rapport à d'autres professions? Vous avez évoqué les regroupements des obligations et des négociations qui sont effectivement bien vus par l'ensemble des personnes que nous avons auditionnées, autant côté entreprise que syndicat. Et comme elles sont bien vues, ben le bon sens aurait voulu, pourquoi se limiter à 300 ? Pourquoi ne pas aller plus loin que les 300, puisque globalement, elles sont appréciées. Merci de nous avoir fait part de votre sentiment sur, d'ailleurs dans ce domaine, sur les suppléants. Quant à la mutualisation, je pense qu'il y a peut-être encore des améliorations qui pourraient être apportées au Sénat. Vous avez parlé après de l'alternance homme-femme sur les listes. Là aussi, enfin, ce n'était pas à l'origine dans le texte que vous avez présenté. J'ai beau être féministe, mais il y a des limites au féminisme en essayant d'appliquer des choses qui risquent d'être complètement inapplicables dans un bon nombre d'entreprises, qui posent énormément de problèmes à l'ensemble des syndicats. Je pense qu'on aurait pu imposer des femmes, sans imposer ces listes Shabada qui déjà politiquement ont mis 10 ans pour essayer d'exister, et surtout qui risquent de conduire à un déni électif, puisque les listes, quand des salariés auront élu un certain nombre de listes, eh bien, les gens qu'ils ont élus ne seront pas présents parce qu'ils n'ont peut-être tout simplement pas eu suffisamment de candidats pour faire des listes alternatives. Et ne risque-t-on pas même dans un tel type de situation de se retrouver avec une liste qui est quasiment minoritaire, avoir plus d'élus qu'une liste qui est majoritaire? Je me demande si vous avez pu, en tout cas entre le vote à l'Assemblée nationale et si vous pouvez, avant d'arriver au Sénat, réfléchir sur les problèmes juridiques que peuvent poser ces dispositions. Alors pour le compte pénibilité, effectivement, cette simplification et la suppression de la fiche individuelle va dans un sens qui avait été en particulier réclamé par Madame Deroche pendant la loi Macron. Mais je conseille en tout cas à votre cabinet de regarder toutes les promesses qui ont été faites par M. Macron de tout ce qui devait être dans le texte dialogue social, parce que on ne retrouve pas toutes les promesses qui nous avaient été faites. J'évoque simplement sur le compte pénibilité, à la fois donc la satisfaction de l'ensemble des intervenants, mais en même temps une inquiétude. Parce qu'à partir du moment où ce sera au niveau de la branche que ces référentiels vont être élaborés, la crainte est que le système dérape complètement et financièrement, puisqu'il n'y aura pas une analyse fine et que les branches risquent de dire, peu importe, toute cette catégorie de personnes sans tenir compte des situations individuelles et qu'il risque d'y avoir une explosion du système. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'instant pour servir de garde-fou? Je finirai ma question sur un point sur lequel vous êtes passé très très vite et qui est pourtant un point qui est important, qui est l'article 20 sur les intermittents du spectacle, et qui,
moi, m'interpelle, non pas en tant que par rapport aux intermittents du spectacle, mais par rapport aux règles habituelles de la négociation collective, puisque sous conditions et à titre subsidiaire, on peut conclure et nous pourrons conclure un accord ad hoc relatif à des indemnisations des intermittents. Cet accord, s'il est conforme aux documents de cadrage, doit être pris in extenso par les partenaires sociaux qui sont chargés de négocier la convention d'assurance chômage dans le cadre d'un accord national interprofessionnel. Et au cours des auditions, et j'en ai fait beaucoup moins que mon collègue Alain Dufaux, qui est au culturel et rapporteur pour avis sur ce point, la plupart des interlocuteurs qui sont les interlocuteurs d'organisations professionnelles, sont vraiment très dubitatives sur la possibilité d'obtenir un accord et sur le risque que le régime juridique que vous introduisez risque d'introduire dans tout l'édifice de la Convention assurance chômage, sans compter que vous introduisez dans la loi des annexes UNEDIC. Certains nous ont dit qu'à partir du moment où on introduisait les annexes pour les intermittents, il n'y a pas de raison qu'on n'introduise pas d'autres annexes. Est-ce que vous n'êtes pas, avec ce système, en train de fragiliser beaucoup le système juridique qui s'appliquait jusqu'à présent? Merci, Madame la rapporteure. Je vais vous laisser répondre au rapporteur, après on prendra les questions de nos collègues. Merci, Madame la rapporteure. Je voudrais d'abord rapidement expliquer la méthode que j'ai retenue pour l'élaboration de ce texte. Et ça répondra en partie à quelques-unes de vos interrogations. Les partenaires sociaux ont échoué, et c'est pas la première fois, puisque ça fait depuis 2008, ça fait plus de 7 ans qu'ils essayent de trouver un accord de tomber d'accord pour moderniser le dialogue social. Et donc, et cette fois-ci, ils étaient très près d'aboutir, mais pour des raisons qui leur sont propres et qu'il ne m'appartient pas de porter jugement ou d'expliciter, ça n'est pas arrivé. Et donc, qu'ai-je fait? J'ai repris, et c'est normal que la démocratie politique reprenne la main une fois que la démocratie sociale a échoué, puisque là, elle avait échoué. Et donc, j'ai auditionné, rencontré, entendu, réécouté, réentendu l'ensemble des partenaires sociaux. Et j'ai repris les points qui faisaient accord avec eux, en partie, mais aussi en y ajoutant ce que je souhaitais voir figurer, qui était conforme à la feuille de route que je leur avais adressée après la conférence sociale du mois de juillet. Et je me suis aperçu que, pour avoir rencontré, par exemple, des organisations patronales, qu'une grande organisation patronale portait l'idée que des commissions paritaires régionales pour les petites entreprises étaient acceptables en compensation, on va dire les choses comme ça, dans le cadre d'une négociation, d'une instance unique qui serait créée dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc, j'ai considéré que, bien sûr, une autre organisation patronale, pour ne pas la citer, n'était pas favorable, mais c'est une compétition entre organisations patronales, puisque vous savez qu'en 2017, il va y avoir les mesures d'audience de représentativité des organisations patronales, et donc il y a autour des petites entreprises ou des très petites entreprises une sorte de compétition bien légitime, d'ailleurs, entre ces organisations. Mais à partir du moment où la troisième organisation patronale que vous avez citée, donc je vais la citer aussi, l'UPA, y était également favorable. Elle représente quand même la première entreprise de France. L'artisanat, c'est la première entreprise de France, des petites entreprises, c'est un beau slogan d'ailleurs, l'artisanat, première entreprise de France, qu'ils ont mis eux-mêmes en place des commissions paritaires régionales de l'artisanat, que ces commissions fonctionnent bien. J'ai considéré qu'il était normal que dans le cadre de l'exigence démocratique dont je parlais, 4,6 millions de salariés qui n'étaient pas représentés trouvent une forme de représentation. Et c'est vrai que c'est une grande, je pense, c'est une grande avancée sociale. On le verra avec le temps.
C'est pas ce point-là qui a fait échouer le texte, c'est ce que je crois pouvoir expliquer à travers la présentation que je viens d'en faire. J'ajoute qu'il est possible d'y avoir des accords de branche, et là où il y a des accords de branche, c'est les accords de branche qui s'imposent, enfin qui existent. Et donc ça couvre l'ensemble du champ où il n'y a pas d'accord. Et donc ça représente ces 4,6 millions de salariés des très petites entreprises. Deuxième question que vous m'avez posée, pourquoi s'arrêter, si j'ai bien compris, au seuil de 300 quand on passe de 50 à 300, personne d'ailleurs ne conteste le fait qu'on lisse les seuils, puisqu'on supprime, entre guillemets, le seuil de 150, le seuil de 200, et on essaye de faire une position qui soit assez simple, compréhensible par tous, entre 50 et 300. Pourquoi 300 ? Parce qu'à 300, nous avons une entreprise, en général, où il y a une vraie représentation syndicale, alors qu'elle n'existe très peu dans les entreprises de moins de 300. Et donc, on bascule le type d'entreprise et les partenaires sociaux, en règle générale, ont plutôt accepté ce seuil. Bien sûr, certains auraient voulu qu'on aille plus loin en le faisant disparaître, mais j'ai indiqué qu'il y avait une disposition qui est intéressante et qui, là, pouvait être critiquée par certaines organisations syndicales, pas par toutes, à savoir la possibilité, par accord majoritaire dans les entreprises de plus de 300, et quand je dis majoritaire, c'est majoritaire, plus de 50% bien sûr de représentation pour les organisations syndicales, d'avoir la possibilité d'organiser, comme ils l'entendent, le dialogue social, au rythme qu'ils l'entendent. Il y a eu des remarques qui ont été formulées, je peux vous le dire ici, disant, mais ça rompt un peu la hiérarchie des normes. Maintenant, si par accord d'entreprise on peut modifier le dialogue, mais moi je pense qu'il faut faire confiance au dialogue social, il faut faire confiance aux partenaires sociaux, et sont les mieux à même dans les entreprises, par accord majoritaire bien évidemment, pour organiser comme ils l'entendent, et j'imagine pas qu'ils se feraient du tort en prenant un certain nombre de décisions. Sur la représentation paritaire, bon, le rapport de situation comparée, il est réintroduit. Non, mais j'y viens tout de suite. Mais j'en profite parce que on peut être entendu aussi. Donc, il est réintroduit et le thème de l'égalité professionnelle femmes-hommes figure expressément dans le texte de loi maintenant. Mais vous m'avez posé la question sur la représentation, sur les listes d'une représentation féminine paritaire, Shabada, pour parler clair. En réalité, il faut bien voir que nous ne faisons qu'une représentation paritaire avec l'effet miroir sur les 2 premiers postes. Parce que l'effet miroir, qui m'a été reproché d'ailleurs par certains ou certaines plus exactement, l'effet miroir, c'est s'il y a 90% d'hommes dans une entreprise, ça peut arriver, ou 90% de femmes dans une entreprise, la représentation juste, c'est d'arriver à 90-10, c'est pas d'arriver à 50-50. Donc c'est ça l'effet miroir, mais par contre on peut garantir alors la formule n'était pas très heureuse, je le dis avec un sourire, puisque le rapporteur avait dit il y aura une représentation paritaire jusqu'à épuisement des 2 sexes. Donc cette formulation a été modifiée, mais hein, on l'a gardée. Ah, je me rappelais plus que. Pas de chance. Non, mais ça fait rien, on va la garder. On l'a gardée finalement. Je ne me rappelais plus. Il y a eu des débats. Ah bon, d'accord. Oui. Donc voilà. En tous les cas, tout le monde a bien compris cela. Sur le compte pénibilité, sur la pénibilité, vous m'avez posé la question. Moi, je me suis exprimé en amont de tous les rapports. Ça m'a été reproché, mais je pense, oui, notamment devant l'Assemblée générale de la CAPEB, je pense qu'il fallait simplifier. Et donc, la suppression de la fiche individuelle qui fait peser sur la petite entreprise des choses qui ne sont pas réalisables, c'est pas donner un droit nouveau à des salariés, c'est au contraire empêcher ces salariés de bénéficier d'un droit. Donc, je veux vous rassurer, pour éviter le dérapage, il y aura sur les référentiels de branche une homologation qui sera faite par le ministère du Travail. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais je crois que oui. Le ministère du Travail, le travail dans chacune des branches. Oh là, si vous saviez.
Mais Pas bien plus sûr, que puisque l'autre. nous avons la Commission nationale de la négociation collective, Ouais. où nous étudions les branches, les 700 branches qui existent, et nous allons d'ailleurs les réduire, et dès cette année, c'est une centaine de branches que nous allons faire disparaître. On appelle, enfin un général célèbre dans le temps appelait ça les branches mortes, et il avait dit que quand il y avait une branche morte, il valait mieux la couper. Je pense qu'il avait raison, tous ceux qui se piquent d'horticulture le savent très bien. Enfin, sur les intermittents du spectacle, oui, il faut préciser les choses. Je le ferai dans la négociation. Bien évidemment, c'est l'interprofession les organisations de l'interprofession qui fixent le cadre général. Mais donc le cadre, c'est l'assurance chômage, des orientations qui sont retenues par les partenaires sociaux dans le cadre des accords qui sont passés pour la gestion de l'assurance chômage. Mais c'est leur déclinaison à ces partenaires sociaux interpro qu'on retrouve au niveau de l'élaboration dans le cadre fixé par les organisations. C'est leur déclinaison spectacle, j'allais dire, culture, qui, par exemple, c'est la CGT spectacle, c'est la partie CFDT spectacle qui participe des propositions à formuler. Parce que le reproche principal qui était fait, c'est que quand c'est uniquement les organisations interpro de niveau supérieur qui fixent le cadre sans regarder dans le détail la réalité de la profession, ce que font beaucoup mieux les organisations, la déclinaison interpro de la profession, bien on arrive à des hiatus comme ceux qu'on connaît depuis maintenant longtemps, qui font qu'il y a à chaque fois un problème. Et j'ai entendu votre inquiétude, puisque vous avez émis une inquiétude. La réponse est non pour d'autres ouvertures. Il y a une spécificité du monde culturel dans notre mais le fait qu'ils aient des annexes, c'est déjà une inégalité par rapport à d'autres. C'est la reconnaissance d'une spécificité. Voilà, Madame la rapporteure, ce que je pouvais vous dire. Merci, Monsieur le Ministre. On va passer aux questions de nos collègues. Madame Bric. Monsieur le ministre, ce matin, nous sommes vus lors de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi croissance et activité, et sans grande surprise, elle a échoué, et souvent sur des dispositifs d'ordre social ou concernant le travail. Et nous avions dit dans le débat à nos collègues, pas ce matin parce que c'était pas le lieu, mais nous avons souvent dit qu'ils étaient pressés. Ça a été le cas notamment par rapport au compte pénibilité, puisqu'il y avait la mission UO, qui devait rendre ses conclusions. Et moi, je veux féliciter le gouvernement pour les amendements qu'il a présentés qui permettent d'avancer dans ce domaine et de donner pour la première fois quand même une vraie opérationnalité, si je peux m'exprimer ainsi, à ce qui a été voté il y a quand même plusieurs années au niveau du principe. J'ai du reste remarqué que ça n'avait pas fait un grand débat à l'Assemblée et que même il y a un de vos amendements qui a été sous-amendé par des collègues qui sont très proches de la majorité sénatoriale. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et la loi croissance et activité n'a pas fini sa course. Il y aura aussi des réponses aux questions que vous avez posées, aux blocages que vous avez voulu faire. Mais moi, je voudrais revenir sur le fait que ce qui m'apparaît intéressant, entre autres, dans le texte que vous défendez, c'est parce que je pense que nous aurons la même offensive concernant les seuils. Bon, il n'y a pas de raison que nous ne l'ayons pas concernant les seuils. Bon, mais moi je trouve fort intelligent et fort efficace la manière dont vous vous êtes positionné, notamment en rationalisant les obligations qui pèsent sur les entreprises, notamment en termes de consultation obligatoire. Je trouve que c'est une bonne manière de répondre à cela et c'est une manière beaucoup moins polémique qui permet d'avancer pour simplifier la vie des entreprises, étant entendu salariés et représentants des salariés et dirigeants. Je trouve que c'est vraiment une bonne méthode. Je voulais vous le dire et ce choix de rationaliser
est quand même très intéressant. Moi, je voulais vous interroger sur un point qui n'est pas forcément un point de détail, parce que on est très attaché à la représentation des salariés dans les instances. Et j'ai noté que vous avez été quand même pas très emballé par le vote de nos collègues députés concernant les administrateurs salariés et le fait qu'ils sont passés de... Nous, on discute sur le texte qui arrive de l'Assemblée. Ils sont passés de 5 000 à 1 000 et ils ont même introduit une disposition plancher de 2. Et donc, j'ai vu que vous n'étiez pas très emballé. Hein. Donc, ce texte arrive dans cette... je vous comprends du reste, parce que là, c'est assez brutal. Donc, c'est ma question, elle porte sur ce que vous envisagez au Sénat, parce que c'est quand même une question importante. Ça part d'une bonne intention, ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que ça sort un peu de la logique que vous défendez et que défend tout le gouvernement, qui est quand même d'avoir le dialogue avant, les concertations, avant d'arriver au point. Alors, c'est un point qui peut paraître mineur, mais franchement, sur tout le reste, moi, on y reviendra en séance et en commission. Mais je pense que vous avez fait un travail très utile, efficace et qui sera opérationnel et qui complétera fort bien ce qui sera voté in fine dans la loi croissance et activité. Je pense qu'il faut les voir ensemble, les deux lois, et non pas de manière concurrente. Madame Emery Dumas. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir un peu sur l'égalité professionnelle homme-femme. Pour me réjouir effectivement des dispositifs qui sont prévus dans le texte, notamment quant à la représentation des femmes dans les comités d'entreprise et délégués du personnel. Et je pense que les syndicats parviendront, comme l'ont fait les partis politiques, à équilibrer leur liste de candidats. Il n'y a pas de raison qu'ils y arrivent moins bien que les partis politiques. S'ils y mettent autant de bonne volonté, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, deuxième point, donc, qui concerne plutôt l'égalité salariale. Parce que lorsque votre texte est paru, il s'est créé un certain émoi du fait de la disparition du rapport de situation comparée. Bon, j'ai pris bonne note des avancées qui ont eu lieu dans le cadre du débat à l'Assemblée et de la réintroduction des dispositifs d'égalité salariale à l'intérieur de la négociation sur la qualité de vie au travail, qui me paraît donc répondre aux inquiétudes. Ceci dit, il faut bien quand même constater que même si, comme l'a dit Madame Touraine tout à l'heure, l'égalité salariale diminue 2 fois plus vite en France que dans le reste de l'Europe, elle reste quand même à hauteur de quelque chose de l'ordre de 27%, qui est tout de même un chiffre qui me semble élevé, contre lequel nous devrions continuer de travailler. Et je crois qu'une inquiétude perdure par rapport au décret de 2012 qui prévoyait une pénalité financière pour les entreprises qui n'étaient pas parvenues à un accord à la suite de négociations salariales. Et je voudrais savoir si vous pouvez nous donner des précisions sur ces mesures un peu coercitives qui étaient mises en place pour les entreprises qui ne jouaient pas le jeu, savoir si elles demeurent dans le cadre de l'intégration de l'égalité homme-femme dans la négociation sur la qualité de vie au travail. Merci. Monsieur Morisset. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre tout d'abord pour les assouplissements pour le compte pénibilité. Vous avez entendu les entreprises, les parlementaires, je pense que c'est une bonne chose. Vous nous dites que vous nous proposez un projet de loi équilibré. Mais mon première réflexion, c'est de dire quand même que vous avez écarté les questions majeures que les entreprises souhaitent voir prises en compte et que vous-même d'ailleurs vous aviez évoqué il y a 1 an. Je veux parler de la réforme du contrat de travail et puis aussi la redéfinition des seuils. Je pense que les seuils, vous le savez bien, à chaque fois qu'on passe un seuil, il y a des obligations supplémentaires et il y a le passage de seuil, il y a des fois qui font que les entreprises hésitent à passer justement en dessus du seuil. Vous nous dites que c'est un projet équilibré, mais je pense que le projet, Monsieur le Ministre, ne respecte pas l'équilibre justement qui existait dans l'accord initial avec les organisations professionnelles.
Je pense que, alors vous allez me dire que la démocratie sociale a échoué, certes, mais vous auriez pu aussi en tenir compte dans la mesure où les commissions paritaires régionales de représentation ne font pas le consensus. C'est le moins qu'on puisse dire. On est tous alertés sur le terrain. Et surtout depuis les amendements de l'Assemblée qui vont permettre aux représentants justement d'accéder dans les entreprises. Alors certes, vous nous avez dit tout à l'heure, on accède dans les entreprises, mais à la seule condition que le chef d'entreprise donne son accord. Mais il est dit aussi que le chef d'entreprise, s'il refuse, il faudra qu'il motive son refus. Et il est évident que là, il y aura toujours un juge dans les relations avec le personnel et une entreprise, il y aura toujours un juge qui trouvera des motifs illégitimes, et ne craignez-vous pas justement que ça provoque des contentieux à venir justement dans les entreprises. Et ma dernière réflexion, c'est de dire effectivement, est-ce que vous ne pensez pas que les commissions paritaires régionales auraient été mieux acceptées si vous aviez été jusqu'au seuil de 50 ? De dire, jusqu'à 50 salariés, on met en place des commissions paritaires régionales. Et là, je pense que l'UPA, justement, vous nous l'avez dit, était d'accord pour cette évolution. Je pense que ce serait été une façon, effectivement, d'expliquer à toutes les entreprises jusqu'à 50 qu'on fait partie maintenant d'une commission paritaire régionale externe. Ça aurait pu être une bonne chose et éviter un petit peu ces difficultés maintenant que les entreprises vont trouver, qui vont découvrir ce genre de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore pris conscience, justement, de ce genre de choses. Donc, c'est ma question que je vous pose, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur Lemoine. Merci beaucoup, Président. Quelques questions, effectivement, sur le texte. Alors, les seuils, effectivement, par rapport à l'ambition initiale qui avait été affichée, qui était assez forte. Vous aviez parlé, je crois, Monsieur le ministre, de suspendre l'effet des seuils pendant 3 ans. Et le texte, en réalité, se borne sur cet aspect des seuils à traiter le passage de la DUP de 200 à 300. Bon, après, il y a l'organisation sui generis au-delà de 300. Mais c'est vrai que le seuil majeur dont on entend tous parler sur notre territoire, c'est celui de 50. Et donc, à défaut d'y toucher, je peux comprendre que de votre point de vue, ça puisse être un peu une sorte de tabou. À tout le moins, pourquoi pas essayer, à ce moment-là, d'alléger le nombre d'obligations qui se déclenchent à partir de ce fameux seuil de 50. Si vous ne vouliez pas y toucher, il y a 35 obligations, je crois. Dès lors, pourquoi pas alléger, passer à faire une petite expertise de ces 35 et voir lesquelles peuvent peut-être être repoussées une dizaine, une quinzaine, à un autre seuil. Mais du coup, c'est vrai que ce seuil de 50 n'est pas du tout traité. S'agissant des commissions régionales paritaires, vous aviez dit que bon, les salariés des très petites entreprises sont exclus du dialogue social. Alors, le législateur a donné la possibilité à ces salariés de voter, d'ailleurs. En 2012, ils se sont exprimés, il y a eu un vote sur sigle. Alors, si on veut que ce vote sur sigle, qui était exprimé par les salariés de TPE, puisse avoir peut-être un côté plus tangible, à ce moment-là, pourquoi pas aller vers une institution qui, à mon avis, aurait peut-être recueilli plus de consensus, qui serait peut-être pas au niveau régional, mais au niveau national. Faites une commission nationale qui permettrait de traduire cette représentation et avec une instance, une sorte de parlement, entre guillemets, des TPE qui va aller faire des recommandations, du benchmarking, des bonnes pratiques. Mais là, clairement, tel que c'est sorti de l'Assemblée nationale, c'est devenu véritablement un chiffon rouge avec la notion de médiation qui était chère effectivement à un grand syndicat qui, dans son communiqué de presse, évoquait cette notion de médiation, donc qui était traduit. Donc on voit bien qu'il y a un petit jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est approuvé du bout des lèvres, mais en même temps, on sent bien que ça va être le sens de l'histoire, et c'est ce qui fait peur, je crois, un certain nombre effectivement d'employeurs. C'est cet effet cliquet qui fait que, à partir du moment où c'est créé avec un centre de pouvoir, ça ne peut aller qu'avec des pouvoirs croissants et d'ingérence dans les entreprises. Alors voilà, pourquoi pas aller vers un autre système. Et puis s'agissant du compte personnel d'activité, outre le fait que la loi renvoie à une loi ultérieure et que les choses sont encore assez floues, comment voyez-vous le financement de la portabilité de ces droits? Puisqu'en fait, c'est ça l'idée. Mais de ce point de vue-là, je ne crois pas avoir vu de réponse dans vos déclarations. Et au passage, puisqu'il s'agit dans ce compte de regrouper un certain nombre de droits, y compris de droits à la formation, on a été alerté par justement un certain nombre d'entreprises de formation qui s'inquiètent de la difficulté de mise en place du CPF et donc d'un nombre très très faible de personnes qui exercent ce droit et sont en capacité de le faire du fait d'un certain nombre de complications administratives liées au cycle, liées aux inscriptions, etc. Voilà 3 questions.
Merci. Madame de Roche. Oui, rapidement. Bon, on ne va pas refaire le débat de la CMP de ce matin. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mme Bric sur d'où venait le blocage, parce que s'il y avait eu que la pénibilité et les seuils, je pense qu'on aurait pu trouver un accord. Sur les seuils, vous aviez, nous, ce qu'on avait, au-delà en commission, on avait mis un doublement du seuil de 10 à 20. On avait surtout introduit un dispositif pérenne qui disait, parce que c'est là où on voit quand même que les entreprises ont des difficultés, c'est de se dire, lorsqu'elles franchissent un seuil, elles ont 3 ans maximum pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Ça, je pense que c'est un dispositif intéressant. Oui. Il y en a un, mais pas à ce niveau-là. Oui. Et autre point, mais on va me dire que ce n'est pas dans cette loi, que ce sera dans la future loi, et qu'il ne faut pas qu'on s'excite dessus maintenant, parce qu'on aura satisfaction ultérieurement. C'est sur l'obligation issue de la loi Hamon, sur l'obligation en cas de cession d'entreprise. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose, puisqu'il y a, je pense, des propositions qui ont été faites au gouvernement sur ce sujet? Merci. Madame Gruny. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, moi, je vais dire la même chose que mes collègues précédents. Moi, je suis déçue, en fait, de cette loi qui s'appelle, je suis ici, qui s'appelle certes dialogue social, mais qui s'appelle aussi et emploi. Et je ne vois pas grand-chose, en fait, sur l'emploi. Bon, la fusion prime d'activité RSA, peut-être. J'espère qu'effectivement, ça permettra à des personnes d'avoir envie de revenir vers le travail. Mais en dehors de ça, voilà, déçu, parce que les seuils, ben voilà, ils sont toujours là, beaucoup de complexité toujours et encore. Rien sur les contrats de travail. On nous dit souvent en fait que le nombre de contrats de travail rend difficile aussi et rend complexe surtout les opérations dans les entreprises. On aurait pu parler flexsécurité. Tout ça, c'est oublié, donc c'est vraiment dommage. Et sur les petites entreprises et la représentation dans les petites entreprises, moi, ce que je regrette toujours, vous voyez, c'est qu'on part toujours je veux dire, des grandes instances, de Paris, et qu'on ramène ensuite, on essaie d'appliquer ça sur les territoires. Parce que moi, je ne sais pas si vous allez des fois, justement, en dehors de Paris, rencontrer des personnes, des Français. Moi, j'en ai jamais rencontré qui me disent qu'il leur manque des représentations dans leurs entreprises. Jamais. Et là, donc ça, c'est du point de vue des salariés. Et du point de vue des employeurs, des TPE, je crois que là, vous allez encore leur alourdir leurs charges, parce que les crédits d'heures, si j'ai bien compris, c'est quand même eux qui vont les payer. Donc c'est quand même un coût. Quand on est une petite entreprise avec 2 ou 3 salariés, même si c'est 5 heures par mois, eh bien ça devient une difficulté, avec en plus les personnes qui seront pas présentes dans l'entreprise. La mutualisation des crédits d'heures, je pense que c'est une usine à gaz. Donc franchement, nous, ce qu'on entend sur le terrain et les demandes qui sont faites pour essayer d'améliorer, je dirais, l'emploi dans les entreprises, aider les chefs d'entreprise dans l'exercice de leurs fonctions, mais tout ça, moi, j'ai pas vu de réponse du tout ici. La pénibilité, ben peut-être, oui. Je pense que le travail qui a été fait effectivement dans la loi au Sénat, la loi dite Macron, je pense que vous avez entendu un peu, en partie quand même, les difficultés. Donc sur ça, plutôt favorable. Mais pour le reste, une grande déception. Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Est-ce que vous voyagez en votre avis? Je franchis le périphérique assez souvent, oui, si c'est la question que vous voulez me poser. Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments pour répondre aux sénatrices, sénateurs, en vous remerciant de vos interventions. Madame Bric, merci pour vos remarques. Sur les administrateurs salariés, puisque c'est la question que vous posiez. J'évite de donner en la matière mon avis personnel. Lors du débat à l'Assemblée, j'ai indiqué que, parce que je tenais à
transcrire les négociations que j'avais eues avec les partenaires sociaux. Ce qui les avait surpris et étonnés, certains voulaient aller plus loin, comme l'Assemblée l'a fait, d'autres moins loin, mais en tout état de cause, je voulais que l'ANI, tel qu'il avait été signé, ne soit pas détourné. Or, l'ANI prévoyait que les grandes entreprises cotées autoriseraient la présence d'administrateurs salariés dans le conseil d'administration. Or, les holdings y ont échappé, j'ai plus en tête le chiffre, mais ça doit être de l'ordre de 27 holdings importantes qui ont échappé, on va vérifier le chiffre, et donc ce que demandaient les partenaires sociaux, d'abord, c'était de rétablir pour toutes les entreprises cotées, via les holdings, une représentation des administrateurs salariés, conformément à l'ANI qui avait été passée. Voilà, après 1000... il y a des pays européens où ça pose aucun problème. Mais bon, moi j'ai essayé de traduire ce qu'était la parole de l'ANI et j'ai dit que je souhaitais qu'on comprenne l'ANI, tout l'ANI, rien que l'ANI. Voilà, c'était ma position sur ce sujet. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était deux salariés, ça me semblait un peu beaucoup quand il y a des entreprises où il n'y a que trois administrateurs. Enfin bon. Alors après, on peut augmenter le nombre, vous avez tout à fait raison de l'indiquer. Madame Dumas, je voulais dire... Bon, effectivement, on a rétabli beaucoup de dispositions pour qu'il n'y ait plus le moindre doute sur le rapport de situation comparée. Tout est dedans maintenant. Ça figurait déjà, mais ça avait échappé à la sagacité de certains que les partenaires sociaux avaient fondu le rapport de situation comparée il y a 2 ans dans l'ANI dans la base de données unique ou la base de données économique et sociale. Ça avait échappé à certains, plutôt à certaines, que cela avait été fait comme ça. Et donc, je l'ai rétabli pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas le moindre doute dessus. Pourquoi? Parce que, effectivement, la France est en train de... Il y a encore du chemin, hein, mais de rattraper son retard en matière d'égalité salariale. Et il ne faudrait surtout pas qu'une telle inquiétude permette le moindre doute sur la volonté de l'égalité salariale professionnelle femmes-hommes. Et donc j'ai insisté sur ce point et je me suis dit, je vous livre le fond de ma pensée, je me suis même dit, ça serait quand même regrettable qu'on puisse reprocher à ce texte de loi dans quelques années, dans 2 ans ou dans 3 ans, si jamais la progression n'allait pas assez vite, je sais très bien qui serait pris comme responsable de cela. Donc maintenant les choses sont claires. De la même manière, figure expressément la pénalité de 1%, et jusqu'à présent, je crois qu'il y a eu, je vous dis ça de mémoire aussi, je peux me tromper, une 50aine d'entreprises qui ont été pénalisées. Donc ça a un impact et on a voulu garder la pénalité. Donc, sauf plan d'accord unilatéral ou accord signé avec les partenaires sociaux pour réduire les inégalités, pour augmenter vers l'égalité femmes-hommes, eh bien il y aura une pénalité qui pourra être appliquée de 1%. À Monsieur Morisset, d'autres questions identiques de collègues à vous viendront. Donc c'est à ce moment-là que je peux donner ma position sur les seuils, puisque j'ai été interrogé sur ce sujet. En arrivant au ministère, j'ai rencontré l'ensemble des organisations patronales et syndicales. Je vais vous dire les choses tout à fait clairement. Et j'entends depuis maintenant plusieurs années, voire pour certains très longtemps, parce que ce seuil, il n'a pas été mis en place par ce gouvernement, hein, ça fait longtemps qu'il est là. Donc j'entends l'argument qui était avancé par une partie du patronat. Si vous libérez ce seuil, on va créer des centaines de milliers d'emplois. Des fois, ils vont même jusqu'à chiffrer avec un pins, vous le savez, 1 million. Donc, moi, j'ai dit aux organisations syndicales, si vous voulez vraiment... Je pensais que ça pouvait marcher, je ne vous cache pas, je l'ai dit comme ça. Si vous voulez vraiment faire tomber cet argument du fait qu'on entend dire si vous levez le seuil des 50, je ne parle que du seuil des 50, je ne m'étais pas prononcé sur les autres, si vous voulez vraiment, pendant 3 ans,
essayons de neutraliser ce seuil, puis vous verrez bien si ça crée vraiment de l'emploi. Si ça crée vraiment de l'emploi, eh bien, tant mieux pour l'emploi. Et si ça n'en crée pas, vous n'entendrez plus les organisations patronales vous dire que ça en créera. Je pensais pouvoir emporter l'adhésion avec, excusez-moi de cette formule un peu prétentieuse, avec une force de conviction et tout. Tel n'a pas été le cas. Et donc, vu que je ne considère pas qu'on puisse avancer dans le dialogue social sans l'accord, au moins tacite, des partenaires sociaux, j'ai repris ma proposition et vous ne m'avez plus entendu la formuler. Par contre, j'ai mis 3 dispositions sur lesquelles je n'ai jamais prononcé de moindre évolution et sur lesquelles je ne bougerai pas. C'est le SMIC, c'est le contrat de travail et c'est les 35 heures. Pourquoi sur le contrat de travail? Parce que je ne crois pas, à titre personnel, je ne crois absolument pas que la transformation en un contrat de travail unique créerait de l'emploi. Je dis les choses comme je le pense. D'ailleurs, certains partenaires sociaux m'ont dit, ils m'ont redit encore hier, puisqu'on les a rencontrés longuement avec le Premier ministre, qu'au contraire, on avait tout, il suffisait d'ouvrir l'armoire, on a tous les contrats sur l'étagère. On peut peut-être d'ailleurs en améliorer encore certains, à la marge, mais nous avons tous les contrats de travail possibles et imaginables. On a une grande inventivité en France en matière de contrats de travail. Et donc, d'ailleurs, demain matin, on va encore reparler du contrat d'usage. Enfin, il y a plusieurs types de contrats. Donc, je ne me suis jamais exprimé là-dessus. Donc, l'idée a bien été de simplifier les obligations liées au seuil, notamment le seuil des 50, qui est celui qui crée le plus d'obligations. Alors moi, je suis sûr que vous avez tous fait pareil, j'ai regardé quelles étaient les obligations. Il y a des obligations fiscales, vous les connaissez. Mais je suppose que, en tant que sénateur représentant des collectivités locales, vous ne voudriez pas porter atteinte au financement des collectivités locales en supprimant l'obligation fiscale, par exemple, du versement transport, qui est assez forte pour 50 et qui a même été augmentée par vous, par votre majorité dans le temps, puisqu'elle a été portée à 2%, alors qu'elle n'était que de 1,6 ou de 1,8 à l'époque. C'est très bien, puisque ça a permis l'investissement, nombre de collectivités, j'en parle en connaissance de cause, pour créer des modes de transport en commun. C'était une mesure écologique intéressante d'ailleurs. Et donc, il y a des obligations fiscales et il y a beaucoup d'obligations dans les 35 obligations que vous m'avez citées, Monsieur Lemoine aussi, je crois. Il y a beaucoup d'obligations qui sont des obligations des normes, je vais dire collectivement, que nous avons mis ensemble, que le Parlement a ajouté, environnementales. Beaucoup, environnemental, code de la construction, code du commerce, voilà. Et il y en a finalement pas tant qu'on le croit en matière de code du travail. Celles qui figurent, j'ai essayé, Madame Brick le disait, de les alléger. Alors, on peut dire que ça n'a pas été assez loin, mais c'est une avancée qui, celle-là, a été saluée par les partenaires sociaux, notamment là, pour le coup, les organisations patronales, mais également les organisations syndicales, par le regroupement, par la possibilité d'avoir une dupe élargie, par le fait de redonner, je vais dire des choses qui peuvent être mal interprétées, mais enfin, donner un peu de sens supplémentaire au dialogue social, susciter à nouveau des vocations. Parce que si vous n'avez que des réunions formelles inintéressantes, eh bien, ça ne suscite pas vraiment un grand intérêt, une vocation, une envie de représenter les salariés ou de faire vivre l'entreprise. Et donc, en diminuant le nombre d'obligations, les regroupant, sans les faire disparaître. Par contre, je n'ai pas augmenté, je ne sais plus qui a dit cela, mais j'ai entendu tout à l'heure dans les interventions, je n'ai pas augmenté les charges et le nombre d'heures, j'ai garanti qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Et d'ailleurs, dans l'étude d'impact est précisé, on me le reproche, que j'ai dit qu'elle serait globalement maintenue. Globalement maintenue, c'est bien le mot, hein, globalement maintenue. Et donc, on m'interroge sur le globalement. Donc, je réponds, c'est globalement maintenu. Mais il n'y aura pas d'augmentation, je voudrais le dire ici, des heures, parce que ce n'est pas le but, puisqu'on veut en même temps simplifier. Je continue, Monsieur Lemoine était intervenu aussi sur cela, sur le compte, pour la médiation. Sur la médiation, sur l'entrée accédée dans l'entreprise. Ça, c'était M. Morisset. Non, il n'est pas marqué qu'il faudra motiver la décision. Je voudrais le préciser. Il est précisé à l'article 2313-2, les membres de commission ont pour l'exercice de leur fonction accès aux entreprises sur autorisation de l'employeur.
il n'y a pas marqué que ça motive. Ne serait-ce que parce que c'est un lieu privé, je pourrais le dire aussi, de cette formule, et on ne peut pas accéder à l'entreprise, dans une entreprise, sans l'accord de l'employeur. Je suis prêt à ajouter sans l'accord express de l'employeur, je l'ai dit d'ailleurs dans les débats, pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce point, puisque j'ai expliqué c'était lié, comment dire les choses, à une meilleure rédaction, ce que nous avons cherché, parce que le terme « il est interdit aux partenaires sociaux d'accéder à l'entreprise » semblait dans un texte sur le dialogue social quand même un peu dur, quoi, je veux dire, un peu rude, voilà. Mais bon, c'est pour vous donner l'esprit. Et je précise que sur la médiation, ça vaut aussi pour Monsieur Lemoine. Quand je dis ça vaut aussi, cette réponse vaut aussi, bien sûr. Hein, je fais ça avec respect et courtoisie, mais sur la médiation, il faut que d'abord les deux parties soient d'accord. Je le dis, il faut que les deux parties soient d'accord. L'UPA a expérimenté la médiation dans certaines régions. Par exemple, je vais prendre PACA parce que ça me vient et ça fonctionne bien. Et donc, il y a là une possibilité, en faisant attention, en encadrant bien, dans l'intérêt de l'employeur et dans l'intérêt, je le crois, éventuel du salarié. C'est une question, je crois, de Monsieur Lemoine ou de Madame Desroches, je ne sais plus, ou de Madame Gruny, des trois peut-être. Alors c'est pas où, c'est et. Excusez-moi. Et quand on ne sait plus, on dit et où. Voilà, et où. Cette représentation des petites entreprises n'était pas, c'est ce que j'ai dit, une grande organisation patronale. Alors, on ne peut pas dire que c'était une provocation quand ça figurait dans le texte de l'organisation patronale et me dire que c'est une provocation quand ça figure dans mon texte, parce que ça figurait dans le texte de l'organisation patronale. Donc, ça ne peut pas être, on peut regretter, tout le monde comprend très bien qu'il y a une petite compétition entre partenaires sociaux là-dessus sur la représentativité dans les petites entreprises, mais on ne peut pas me dire que c'est une provocation dans un cas et que ça n'en est pas une dans l'autre. Donc, soit c'est une provocation, à ce moment-là, il ne fallait pas la mettre dans le texte en discussion, soit c'est pas une provocation et ce n'est pas une provocation puisque ça existe pour l'UPA. On encadre, c'est bien, c'est une avancée, etc. Vous m'avez posé la question plus largement, je crois, je m'excuse, je suis peut-être un peu long, Président. Pas du tout. Bon, d'accord. Monsieur Lemoine m'a posé la question sur le compte personnel d'activité. Il est, je le dis, ça m'amènera à une réponse sur le compte personnel de formation. Mais le compte personnel d'activité, il va être soumis, et c'est dans le cadre de L1, c'est normal, il va être soumis aux partenaires sociaux qui s'en saisiront à la rentrée pour le remplir, faire des propositions pour voir comment on peut organiser cette portabilité, etc. Donc ça sera. Aujourd'hui, c'est la coquille, elle est vide. Je sais, moi, je peux donner un peu de sens comme cela, mais c'est un non, c'est une volonté, c'est une explication. Voilà, c'est une porte, c'est une possibilité d'avoir une grande avancée sociale et j'espère qu'on arrivera à la concrétiser. Le CPF, alors ça a été une vraie révolution, puisque depuis Jacques Delors, il n'y avait pas une telle modification. On a tellement reproché à la formation professionnelle de ne pas s'adresser à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire aux demandeurs d'emploi, qu'on a mis, d'ailleurs, je me rappelle très bien des débats qui ont eu lieu ici même à l'époque, le compte personnel de formation emportait comme ça l'idée, une adhésion assez large, on va dire. Et donc, ce compte personnel de formation, il a fallu, je remercie vraiment les services qui s'y sont mis, il a fallu en 9 mois le transposer dans les délais d'application mis par les parlementaires étaient quand même très rudes. Je n'y prends ma part, hein, donc, à l'époque. Et donc, au 1er janvier, c'est entré en principe en activité. Donc là, il y a eu tout de suite une forte adhésion, puisqu'en 2 mois, il y a eu 1 200 000 comptes ouverts
Pas dotés. Depuis le 1er mai, si je ne m'abuse, les comptes des demandeurs d'emploi sont dotés de 100 heures, parce que c'est le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui a mis, donc c'est les partenaires sociaux qui ont mis eux-mêmes 200 millions d'euros pour financer ces heures de formation. Et là, on doit être à 220 000 aujourd'hui comptes effectifs. Il a fallu que les partenaires sociaux, à travers le COPANEF et les employeurs, arrêtent la liste des formations. Donc tout ça se met en place et je pense qu'on pourra dire, ce qui sera quand même assez exceptionnel, à la rentrée de septembre, que ça sera vraiment très efficace. Mais j'ajoute qu'il n'y a pas que cela pour la formation, parce qu'on me dit il ne va plus y avoir de formation pendant 6 mois ou 8 mois. Pas du tout. Le compte personnel de formation, la formation des demandeurs d'emploi, d'ailleurs l'AFPA pourra y prendre une part importante, c'est une nouveauté, et les partenaires sociaux ont doté de 100 heures, et puis ça sera 120 ou 150 heures après, les demandeurs d'emploi qui pourront donc avoir accès à des formations. Et je suis d'accord pour en rendre compte. Les seuils, je crois que j'ai répondu. Je voudrais dire quand même à Madame Deroche que il y a dans l'ANI, je ne sais plus lequel, mais dans le dernier ANI, il y a 2013 sûrement, il y a, c'est ça, 2013, il y a un passage d'1 an. Donc il y a 1 an pour se mettre en conformité et pour être dans le seuil, il faut avoir plus que le seuil pendant 12 mois sur les 3 ans. C'est peut-être ça qui entraînait l'idée des 3 ans, etc. L'idée des 3 ans, j'ai expliqué que moi-même, j'avais proposé à un moment qu'elle soit retenue, mais elle n'a pas été validée. Sur les contrats de travail à Madame Gruny, je crois que j'ai répondu en même temps. On a effectivement tous les types de contrats de travail. On peut apporter encore quelques améliorations, je le crois, à la marge, mais c'est plutôt une chance. Je pense qu'on est tout ça. Moi, je crois au dialogue social. Je crois au dialogue social pour faire fonctionner les entreprises. D'ailleurs, c'est souvent, quand on regarde l'étranger, alors on cite tellement souvent l'Allemagne comme modèle de performance économique et tout, mais d'abord on ne se pose pas la question du dialogue social, c'est de droit, on peut même retrouver des grands syndicalistes à la tête des plus grandes entreprises allemandes, et donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mon souhait le plus cher, c'est que les partenaires sociaux prennent ce chemin. Voilà. Sur la loi Hamon, qu'est-ce que vous m'aviez demandé? Sur l'information. Non, ça c'est. Le dispositif c'est dans la loi portée par Emmanuel Macron et c'est lui qui doit vous apporter réponse sur ce sujet. Dans la Macron de nouvelle lecture. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre, vous avez raison. Merci beaucoup. C'était extrêmement instructif. Alors, je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, que Madame Procaccia présentera ce rapport mercredi prochain en commission des affaires sociales et que nous commencerons l'étude du texte en séance dès le lundi 22 juin. Après-midi. Après-midi, vers 16h. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous et merci encore. Non, mais merci et à votre disposition, Madame la rapporteure. Voilà, vous venez de suivre l'audition de Marisol Touraine, ministre de la Santé, et de François Rebsamen, ministre du Travail, par la Commission des Affaires sociales du Sénat, à propos du projet de loi très attendu sur le dialogue social et l'emploi. Les deux ministres sont revenus devant les sénateurs sur leur vision de ce texte et sur plusieurs dispositifs comme la prime d'activité ou encore le compte pénibilité. Plus d'informations à ce sujet dans votre journal à 19h, 24h Sénat, présenté par Delphine Gérard. Vous pouvez toujours voir et revoir cette audition et toutes les autres en VOD sur notre site publicsénat.fr. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.